Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de votre émission économique Éco-Débat. Ce soir, on a choisi de vous parler d'intelligence économique ou ce qui est plus connu chez les anglo-saxons de business intelligence. Cela pourrait paraître abstrait de prime abord et pourtant, c'est un concept, une méthode qui est très simple et qui peut surtout rapporter gros pour les entreprises qui l'appliquent et pour l'État également, à condition que sa politique, sa stratégie économique suive le concept d'intelligence économique. Alors, il n'est pas question d'être premier de la classe pour faire de l'intelligence économique. Il suffit de contrôler, de maîtriser les données, l'information et puis aussi de savoir travailler en réseau avec son environnement immédiat. On va tenter de comprendre ce soir avec nos invités quel est l'intérêt de l'intelligence économique en termes de développement, qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'Algérie, et notamment sur le plan territorial, qu'est-ce qu'elle peut apporter en termes de développement au niveau des communes, des wilayas, sachant les larges disparités qui existent en termes de développement d'une commune à une autre. Nos invités ce soir, nous avons donc un plateau exclusivement dédié à l'École des hautes études commerciales, EHEC. Monsieur Abdelmajid Mesbah, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes maître assistant à l'École des hautes études commerciales, ce qui était anciennement appelé l'INC, l'Institut national de commerce, et vous avez également été, il y a quelques années de cela, directeur général de cet même institut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Mohamed Bouchakour, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes docteur d'État en sciences de gestion et maître assistant à l'EHEC également. Et enfin, Madame Kamila Guidouche Aïtiahia, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférence et membre du laboratoire Marketing. Vous êtes également à l'EHEC, École des hautes études commerciales Alger. Nous vous parlons donc ce soir d'intelligence économique et nous parlons également de l'EHEC car cette école a organisé il y a plus d'une semaine une conférence internationale sur ce thème et de nombreux experts étaient là pour parler de ce concept qui peut différer d'un pays à un autre. On va en savoir davantage dans ce reportage. Hamza Hafar, notre reporter, y était. Reportage, on revient tout de suite après. Développement industriel, compétitivité des entreprises et veille stratégique, c'est autour de cette triple thématique qu'a pris forme la première édition du colloque international sur l'intelligence économique. Toutes les grandes entreprises, quand elles veulent compétir, quand elles veulent rentrer en compétitivité mondiale, font de l'intelligence compétitive. Donc à partir du moment où on a ce désir de rentrer en compétition internationale, c'est une des activités indispensables. L'un des principaux objectifs de cette manifestation a été d'expliquer aux entreprises publiques et privées l'enjeu d'intégrer l'intelligence économique au sein de l'entreprise. La conférence a vu la participation d'éminences mondiales dans le domaine, chacun apportant sa vision sur cette discipline. Déjà, intelligence économique, c'est dans la France qui a inventé ce vocable. Dans le reste du monde, cela s'appelle l'intelligence compétitive. L'intelligence compétitive pourrait être résumée comme la collecte, l'analyse et le traitement des informations. Une fois que l'on maîtrise l'information, c'est-à-dire on est dans un niveau de possibilité d'agir, de définir des actions stratégiques pour une entreprise. C'est quoi en fait la veille de l'intelligence économique? C'est de formater, en un mot, son environnement à son avantage compétitif. L'intelligence économique vise donc à éclairer par l'analyse d'informations du terrain les décisions stratégiques de l'entreprise. Elle est par conséquent un formidable vecteur de développement. Cette discipline sert pour renforcer la compétitivité des entreprises, assurer leur pérennité à long et à moyen terme, ensuite s'imposer sur un marché concurrentiel. Orienté vers la maîtrise de l'information, l'optimisation de la décision et la promotion des coopérations, l'intelligence économique d'entreprise, c'est d'abord une affaire de culture managériale, et ce, à tous les niveaux de la prise de décision. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est important le data? Oui, mais il ne faut pas lui donner une dimension plus qu'il en faut. Il y a la data, il y a l'organisation, il y a des données, il y a de la méthode. Aujourd'hui, quand on est manager, qu'est-ce que veut dire le mot manager? Si on ne répond pas à 5 questions, au niveau du management, on n'a rien répondu. Quelles sont les compétences que je viens de dire? Quelle est la méthodologie que je viens de dire? Quels sont les outils qu'il me faut? Et quelle est la technique que je vais utiliser? Si je ne réponds pas à ces questions-là et je ne les articule pas, je n'ai pas le droit de dire que je gère et je manage l'intelligence économique. Dans un point de vue nuancé, Sofiane Sadi, consultant et directeur général de NT2S Consulting Vancouver, estime également que le potentiel existe en Algérie dans le domaine de l'intelligence économique. Mais pour lui, l'Algérie doit développer son propre modèle. Il ne suffit pas de copier ce qui se passe ailleurs.
Ça ne sert à rien. Parce qu'on n'est pas dans une même culture, on n'a pas les mêmes préoccupations. C'est la preuve de ce que j'ai dit pendant ma conférence, qu'il s'agit de faire des systèmes adaptés à l'Algérie et non pas plaqués pour l'Algérie. La preuve, voilà, l'ascenseur, quand il monte, il met la flèche descendante et l'inverse. Quel que soit le modèle d'intelligence économique, les jeunes étudiants de l'École des hautes études commerciales présents en force à ce séminaire sont convaincus par l'enjeu. C'est un module qui m'a été enseigné pendant un semestre au sein de l'école. J'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que c'est un système de management de l'information qui est composé de 3 volets essentiels. L'information, la sécurité de l'information et le lobbying. Vous trouvez beaucoup d'entreprises algériennes qui vous disent « je fais de la veille, je fais de l'intelligence économique » alors que quand vous creusez, vous leur posez des questions, vous allez comprendre que c'est beaucoup plus du curtage d'informations que de l'intelligence économique. Donc il faut bien un début à tout. Il est donc urgent pour les entreprises algériennes qui font face à une rude concurrence d'affûter leurs armes en matière de gestion. L'autre enjeu qui s'offre à elles, c'est celui de pouvoir évoluer en bonne intelligence dans leur environnement immédiat. La conférence s'est donc déroulée il y a plus d'une semaine à Alger, organisée par l'EHEC. On a vu plusieurs experts venus d'Europe, des États-Unis, du Canada également, venus expliquer leur façon de concevoir l'intelligence économique. Il y a eu depuis 2007 5 séminaires ou rencontres organisées sur l'intelligence économique. Qu'est-ce que ça apporte, ce genre d'événement, Majid Msbah? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais tout d'abord vous remercier de ce privilège que vous nous accordez de débattre d'une question importante, hautement stratégique et qui est consacrée à un élément essentiel, c'est celui de voir comment l'Algérie est-elle en aptitude à répondre à l'incertitude. Cela dénote qu'en amont, il faille comprendre qu'il s'agit de mettre en place tout un dispositif et il faille impliquer l'ensemble des acteurs. Je me réjouis d'ailleurs de la façon dont ce séminaire a été organisé, nous avions eu dans le cadre de ce séminaire une souscription nombreuse de par notamment nos partenaires étrangers qui ont répondu pour comprendre un petit peu l'enjeu économique algérien, mais également de nos enseignants qui se sont investis et nombreux ont été justement la participation de ces enseignants. Je voudrais au passage également remercier tous ceux et toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette manifestation. Nos étudiants premiers, dont vous avez pu voir un petit peu cette façon dans laquelle et cette énergie débordante avec laquelle ils ont participé parce qu'ils ont compris un petit peu les enjeux. Également, je voudrais remercier également nos partenaires et plus particulièrement les acteurs de notre économie, à savoir tous ces grands acteurs. Et je voudrais également situer ceux qui ont manifesté un intérêt très intense parce qu'ils ont quelque part perçu cette façon de comprendre ce concept-là qui aujourd'hui, nous voulons nous l'approprier pour lui donner un sens, une orientation et de manière à adopter la démarche la plus large possible qui puisse répondre à cette préoccupation majeure, c'est de mettre l'Algérie dans la voie du développement. Alors, c'est le ministère des Affaires étrangères qui, par son représentant, a montré justement un intérêt particulier. Et puis, les acteurs décisifs que nous avions eus aujourd'hui, à savoir, dans le parterre, il y avait les représentants de la DGSN, de la Gendarmerie nationale et des ensembles des acteurs et des entreprises. Alors évidemment, quand on parle d'intelligence économique, ces acteurs-là sont en quoi justement peuvent-ils être importants? Ils sont décisifs que si nous comprenons l'intelligence économique comme étant ce système capable de pouvoir disposer d'abord de l'information. L'information est au cœur et au centre du dispositif de l'intelligence économique. Et quand on parle de l'information, elle est aussi porteuse, si vous voulez, de bienfaits, mais également de méfaits. Quand on voit que l'information peut être manipulée, peut dérouter, l'information peut être également infiltrée. Donc tous ces éléments-là constituent... Manipulée également. Manipulée, c'est ce que j'ai dit. Donc la protection constitue un enjeu. Or, la protection, à qui peut-on faire appel? Que ceux qui ont l'exercice du terrain, ceux qui savent, ceux qui ont les réflexes. Pensez-vous que nos entreprises sont dans ce point? Je pense que nous allons débattre de ces questions-là et de donner justement cette connotation. En quoi ce concept devient un concept incontournable aujourd'hui, au regard, bien évidemment, du paysage économique algérien, de la manière dont nous allons le débattre. Justement, on a essayé de rendre les choses les plus simples et claires possibles. D'abord, à travers le reportage, on va recommencer peut-être également avec vous, Madame Ridouche. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui de faire de l'intelligence économique pour une entreprise d'abord? Et en quoi cela consiste-t-il en quelques mots? Alors, facile, je n'irai pas jusque-là, mais simplement, moi je pense qu'il faut de la bonne volonté. De la bonne volonté de la part des entreprises, mais il y a encore de nombreux acteurs. Il faut
avoir la volonté de communiquer, d'impliquer les autres, de dialoguer. Et je pense que ce type de manifestation, donc notamment le séminaire Intelligence économique, était l'occasion de réunir beaucoup d'acteurs pour discuter et échanger justement sur ce que chacun sait de mieux. Oui. Voilà. Alors l'importance d'impliquer les acteurs, c'est peut-être ça qui rend la chose alors, pas difficile, mais peut-être délicate. L'État a une volonté, donc de compétitivité territoriale à l'échelle régionale, mondiale, etc. L'État, la volonté y est, mais à elle seule, elle ne peut pas tout faire. Elle aura besoin justement d'impliquer ces acteurs-là, entreprises, services publics, chercheurs, enseignants, formation. Ils vont servir en fait de relais. Oui. Et c'est eux en fait qui vont apporter éventuellement des solutions justement à ces divers problèmes, pas uniquement économiques. Il y a des problèmes culturels, démographiques, environnementaux. Alors justement, la question peut s'élargir au niveau d'un État, vous le disiez à l'instant. On va commencer par parler de l'entreprise. Mohamed Bouchakour, quel avantage pour une entreprise de pratiquer l'intelligence économique de l'IE ou de la veille stratégique? Bon, les avantages de l'intelligence économique pour une entreprise sont connus. C'est tout d'abord prendre des décisions qui sont fondées sur une information fiable, sûre, pertinente. À défaut, elle peut prendre des décisions qui peuvent la conduire à la faillite. Il y a beaucoup d'exemples là-dessus. La deuxième contribution de cette démarche, c'est d'abord, c'est aussi de protéger son information, parce que de la même manière que vous faites de la veille, vous allez chercher l'information qui va nourrir votre processus décisionnel, les autres entreprises font de même, et donc protéger les informations qui ont un caractère confidentiel, pas tout, mais les informations qui ont un caractère confidentiel, le reste on peut le diffuser. Et la troisième contribution de cette démarche, c'est l'influence sur l'environnement, parce que depuis que cette démarche est à la mode, on a compris à travers le monde qu'il ne s'agit pas seulement de comprendre l'environnement pour mieux le subir ou pour s'y adapter, mais comprendre l'environnement pour essayer de le transformer en l'influençant par un travail de lobbying, d'être un acteur actif, etc. en fait, au sein de l'environnement. Voilà, donc ça, c'est de dimensions qui permettent de tirer les meilleurs avantages de cette démarche pour une entreprise. Monsieur Msbah, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit mon ami Mohamed. C'est un petit peu cette façon aujourd'hui de voir, et votre question, c'est de dire quelles sont les conditions d'éligibilité à l'intelligence économique. Alors, cette question, bien évidemment, renvoie au fait que n'est éligible à l'intelligence économique que l'entreprise qui dispose, et je le dis encore une fois, de l'information. Alors, la question est vite. Et là, pour nous, c'est comment est organisé notre système d'information? Est-ce que l'entreprise a cette capacité de pouvoir disposer? Est-ce qu'il y a des fournisseurs d'informations? Nous le voyons aujourd'hui de par le monde. Les entreprises se plaignent souvent de la difficulté d'avoir la Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je prends par exemple un exportateur étranger qui vient en Algérie et qui aujourd'hui, par exemple, veut investir en Algérie. Le premier regard, il va aller vers l'information qu'on lui donne. Et on voit l'Algérie sur des classements, sur des indicateurs. Le dernier rapport de Boeing Business classe l'Algérie 153e, ça veut dire que c'est un pays difficile. Et donc, alors que d'autres pays peut-être sont moins dotés de ressources que nous, et nous n'avions pas cette capacité. Donc l'information constitue un enjeu et l'information aujourd'hui appartient à des lobbies. Ça veut dire que demain, vous pouvez vous-même utiliser ces lobbies pour influencer une décision d'un investisseur. C'est tout ce travail en profondeur. L'Algérie aujourd'hui est vraiment fragilisée. Et on le voit pourquoi. Quand on regarde un petit peu de la manière dont elle-même, sur le plan territorial, a cette difficulté à pouvoir disposer d'une information à communiquer également. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut aborder. C'est la raison pour laquelle je vais revenir en disant que l'intelligence économique, c'est notre capacité nous-mêmes à mettre tout un dispositif d'accompagnement pour permettre à l'entreprise d'être éligible. Quel est ce dispositif? Il est avant tout à la ressource humaine. Et en parlant de données, justement, est-ce que les sources sont suffisamment diversifiées en Algérie? Les sources d'information, d'abord, est-ce qu'elles existent? On sait qu'il y a l'Office national de statistique, qui est la source officielle, mais qui est parfois contestée. Les informations sont parfois relativement appréciées par les opérateurs économiques. On parle des entreprises d'abord. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir plus de sources? Est-ce que les sources actuelles sont suffisantes? Bon, il y a eu des études, j'en connais au moins 2, qui ont été faites sur l'offre et la demande d'informations aux entreprises.
Ce qui ressort, c'est que le système d'offre d'information souffre de beaucoup d'insuffisances. Fiabilité de l'information n'est pas mise à jour, elle n'est pas complète, etc. Oui, mise à jour surtout. Des fois, il y a une inflation d'offres d'informations dans des domaines qui ne sont pas demandés et pour des informations qui sont plutôt intéressantes pour les entreprises, vous avez un déficit. Mais en face, ces études ont montré que, contrairement à ce qu'on croit, les entreprises ne demandent pas d'informations. C'est ce qui fait que ces institutions ont tendance aussi à se décourager parce qu'elles ne sont pas stimulées par des demandes, elles ne sont pas mises sous pression par les entreprises. Les entreprises n'interviennent auprès de ces organismes que lorsqu'elles ont des difficultés. Lorsque le mal est fait, elles viennent pour demander comment faire, comment s'en sortir, etc. Donc là, il y a une culture de l'information qui n'est pas encore tout à fait au point. Et justement, vous me rappelez une anecdote que l'un des conférenciers qui ont participé à la conférence sur l'intelligence économique par le HEC, qui disait toutes les difficultés qu'il rencontrait sur le terrain à récolter l'information auprès des entreprises, tant et si bien qu'il n'a même pas pu citer le nom de l'entreprise auprès de laquelle il a récolté des informations sur l'intelligence économique. Mais moi, je vais aller plus loin que ça. Je ne vais pas rester à l'information, à la capacité d'avoir le sourcing, comme on dit. Le sourcing est un concept qui naît aujourd'hui et qui est vulgarisé dans toutes les entreprises qui sont en compétitivité. Oui. La source de l'information, même si elle existe, aujourd'hui, ce n'est pas le problème, n'est pas là, c'est la capacité à l'entreprise de pouvoir la traiter, l'exploiter, la protéger. Oui. Les organisations aujourd'hui sont insuffisantes. On parle de plus en plus aujourd'hui de mise à niveau des entreprises pour qu'elles soient accessibles à cette démarche stratégique. Ça fait des années qu'on parle de mise à niveau. Et alors cette mise à niveau, moi je vais poser la question, je ne la poserai pas en termes d'entreprise, mais je la dépose en termes de système. Il faut d'abord mettre à niveau l'ensemble des systèmes qui permettent à l'entreprise d'être protégée et de pouvoir avoir toute cette façon. Je vais vous donner un exemple. Quand on parle de l'information, on dit protection de l'information. Et il faut qu'il y ait un cadre légal qui puisse situer à un moment donné cette façon d'organiser. Or, chez nous, qu'en est-il? Avions-nous des instituts de sondage crédibles? Avions-nous ces relais d'information qui peuvent demain nous permettre de disposer? Avions-nous un système de protection informatique, parce que l'informatique devient un outil très important. Mais on dit également, M. Msbah, que ce que vous expliquez doit être le miroir d'une réalité, d'un tissu économique, d'entreprises qui demandent. Donc il y a également un manque. On dit également que les entreprises qui font de la veille stratégique sont seulement les groupes privés. Donc les groupes publics ne sont pas impliqués. À votre avis, Mme Ridouche, pourquoi est-ce que les groupes publics ne font pas dans la veille, dans l'intelligence économique de manière générale? Alors, les groupes publics ne font pas parce qu'aujourd'hui, ils n'en voient pas l'urgence ou l'importance. Pourtant, l'anticipation et l'évaluation des actions doit être mise en avant. C'est-à-dire que pour l'instant, l'environnement, les menaces, etc., ils ne se sentent pas, pour l'instant, concernés, ils se sentent protégés. Oui. Or, avec... protégé, plus ou moins. Pourtant, comme on l'a dit, c'est-à-dire l'intelligence économique, ce sont les acteurs privés et publics. Et il est temps, justement, là encore, par la discussion, la sensibilisation, d'essayer de leur faire prendre conscience qu'on ne peut pas rester toute notre vie, tout ce temps-là, fermé, et faire comme si ça n'existait pas ou ça n'allait pas toucher qui que ce soit. Est-ce que la solution, ce serait de créer des instituts spécialisés dans la veille stratégique pour conseiller ces entreprises? Juste un bémol par rapport à cette question de l'intégration de l'intelligence économique dans les entreprises publiques. Oui. Il y a quand même un certain nombre d'entreprises publiques, bon, elles se comptent peut-être sur les doigts d'une main, qui ont intégré une démarche d'intelligence économique. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez donner des exemples, justement? Oui, vous avez Sonatrach, vous avez Sonelgaz, vous avez Naftal, vous avez ce genre d'entreprise dans le secteur de l'énergie, puis vous avez Saïdal. Saïdal qui semble bien engagé dans cette démarche. Nous avons eu des mémoires d'étudiants qui ont pris comme étude de cas Saïdal et autour de la veille technologique, Saïdal a développé une démarche structurée et organisée d'intelligence économique centrée autour de la veille technologique. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du secteur privé, on peut citer peut-être aussi des entreprises comme Cévital qui s'intéressent beaucoup à ce genre d'initiative, mais beaucoup de PME
et c'est très dangereux pour elles. Celles qui se lancent dans des opérations de partenariat international peuvent se casser les dents. Comme vous le dites. Je peux vous citer juste un exemple que j'ai découpé dans la presse, parce que nous, pour enseigner ce genre de choses, on est obligé de trouver des exemples réels, des exemples concrets. C'est un entrepreneur algérien qui a voulu investir dans une usine de crayons. Il a signé un contrat de partenariat avec un fournisseur chinois pour importer ses équipements. Et malheureusement, à défaut de s'informer sur l'origine des équipements, sur le statut de cette entreprise chinoise, donc de prendre toutes les... récolter les informations autour de... au niveau de toutes les clauses préventives son contrat, eh bien, il a acheté un tas de ferraille qui était de seconde main avec des équipements repeints. Finalement, cette usine n'a jamais marché et il a laissé tout son argent. Un deuxième exemple, c'est celui d'un entrepreneur qui voulait investir. Il a acquis un terrain bien situé, mais à défaut de s'informer, ce terrain était situé dans une zone où tout était à raser et il devait y avoir des implantations d'autres équipements, investissements publics. Donc un investissement, oui. Donc quand on ne s'informe pas, on prend le risque de laisser, pas de perdre un peu d'argent, de tout perdre. De tout perdre. Il y a ceux qui ne le font pas, qui n'ont pas le réflexe de récolter les informations. Et puis il y en a ceux aussi, ça a été dit dans un travail de recherche sur le cyberpark de Sidi Abdallah, il y a des entreprises qui font de l'intelligence économique, mais ils ne le savent pas. C'est-à-dire qu'ils le font, mais ils ne savent pas qu'ils le font. Il y a aussi ce problème. Alors, votre question, j'y réponds en disant la chose suivante. C'est quoi l'intelligence économique? Et il faut lui donner un corps. Il faut lui donner un sens et une orientation adaptée. Il n'y a pas de modèle particulier. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des références. Au travers des exemples que si Mohamed va présenter tout à l'heure, dans les pays, de la manière dont ils prennent en charge cette préoccupation-là. Oui. En Algérie, quid? Est-ce que c'est une priorité pour l'entreprise? Je ne pense pas aujourd'hui. Je crois que la priorité pour l'entreprise, c'est de survivre d'abord. Survivre, oui. Deuxième élément, est-ce que c'est une priorité des pouvoirs publics? Je ne pense pas. Les priorités sont beaucoup plus à répondre à des besoins sociaux. Quand je dis besoins sociaux, avec les menaces. Quand on le aujourd'hui, et je vais vous donner un exemple, et des retombées de cette façon d'organiser l'intelligence économique dans les entreprises. Le pays est l'objet de menaces au sein des frontières, ce qui nécessite, bien évidemment, des dépenses publiques importantes pour soutenir et contrecarrer ces menaces. Oui. Mais les menaces sont aussi sur le plan interne. Si nous n'associons pas tous ces éléments-là, sur le plan interne, c'est les comportements. Et les comportements, c'est toutes les nuisances. Sur le plan du fonctionnement, l'entreprise est soumise aux aléas des pratiques justement informelles et qui constituent une menace fondamentale. Et c'est ça l'ensemble. L'intelligence économique, c'est de pouvoir être en compréhension justement de son environnement, d'avoir cette capacité de le lire, de le traduire, de le décrypter pour mettre en place ce qui est nécessaire pour propulser l'entreprise au niveau stratégique. Est-ce que l'entreprise aujourd'hui est au niveau stratégique, c'est-à-dire celle qui est en capacité d'anticiper ses opportunités, de lire? La question est là. Est-ce qu'elle est organisée en amont? Est-ce qu'elle dispose de cette ressource humaine capable justement d'être inscrite dans cette démarche nouvelle qui lui donnera une véritable façon? Sans compter également, c'est que nous sommes l'enjeu d'un environnement international. Il ne faut pas oublier que nous sommes la proie de prédateurs qui aujourd'hui ont un regard sur nos ressources. Qu'est-ce que nous avons fait pour cela? Et donc le problème de ce concept d'intelligence économique est un concept large et qui renvoie à une démarche. D'abord, cette démarche est comportementale. Il faut que les gens changent leurs habitudes. Et ça, c'est une vérité à tout niveau. Et qu'on arrête justement cette façon de s'investir dans une économie en pensant que des projets qui ne ramènent rien du tout. L'intérêt, c'est cette démarche et cette discipline. Justement, l'intérêt, c'est de parler donc des décisions en amont, des décisions, on va dire, politiques, politico-économiques, puisque l'économie est directement liée à la politique. Et vous me tendez la perche pour parler d'intelligence économique, vision État et non pas entreprise. Donc on est dans le plus global. Est-ce que l'État s'inscrit aujourd'hui dans une logique de l'intelligence économique pour attirer l'investissement direct étranger, ne serait-ce que ça, Alors, la volonté politique de l'État existe. Elle existe maintenant depuis la fin des années 80, début des années 90. Donc il y a une volonté d'attirer les investissements directs étrangers. Oui. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, l'État ne peut pas à elle seule faire tout le travail ou mâcher tout le travail. Oui. Donc on était... Au tout départ de cette volonté d'attirer les capitaux étrangers, on était dans une optique où on faisait un peu comme les autres. Donc, comme l'a dit, on copiait un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Oui. Donc, par exemple, on faisait des exonérations fiscales pour attirer les investisseurs étrangers. On offrait,
c'était des choses que tous les autres pays en fait faisaient. On mettait en place un climat attractif. Voilà, un climat d'affaires, on va dire, attractif. On essayait d'arranger un petit peu. Ça a été quand même dur quand même. Hein, ça a été dur. C'est quand même, on n'est pas... Enfin, on va dire qu'on n'est pas, on n'a pas envié les pays enfin, la Tunisie ou le Maroc. La Tunisie a souffert d'une grave crise bien après nous. Et pourtant, elle a su se relever. Il n'y a pas de raison que nous, qui depuis de nombreuses années, heureusement, on a quand même retrouvé une certaine stabilité politique. Donc de ce côté-là, pour moi, on n'a rien à envier. Maintenant, il faut trouver d'autres aspects pour séduire ces investisseurs étrangers, mais qui seraient en dehors, justement, de ces aspects financiers, exonération fiscale, zone franche, accord de partenariat. Que faut-il faire? Alors, justement, parce que justement, chaque territoire a ses spécificités, et non seulement chaque territoire, c'est-à-dire l'Algérie a ses spécificités, mais chacune des régions en Algérie a ses spécificités. Donc, pour chaque territoire, chaque région, en fait, d'abord observer. Cette observation, ce n'est pas uniquement du point de vue entreprise, du point de vue économique. Il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect environnemental, il y a l'aspect anthropologique. Donc, c'est tout ça qu'il faudrait observer pour justement mettre en valeur les atouts. Et c'est chaque territoire, la particularité de chaque région, en fait. Et ce serait qui sortirait justement du cadre, parce que tout est lié en fait. Il faut le voir d'une approche globale. Et à ce moment-là, quand j'arriverai à mettre en évidence ces atouts-là, je serai en mesure d'attirer les investissements parce que le territoire ne sera pas uniquement compétitif économiquement, mais parce que l'aspect culturel est plus riche, parce que d'un point de vue de l'environnement, il y a une volonté politique. Donc l'accès à la technologie de l'information et de la communication, ce sont des aspects qui paraissent simples, mais qui peuvent tout à fait en fait être mis en avant dans un territoire, autre que l'aspect économique. C'est très bien ce que vous dites, ce que tu dis, pardon, Kamela, parce que je vais te dire encore une fois une chose, c'est que l'investissement aujourd'hui, il a besoin d'avoir une image. Je vais vous donner un exemple sur l'arbitrage. L'Algérie a des ressources, n'arrive pas à avoir une image. La Tunisie n'a pas de ressources et a une image. Alors, c'est à nous à être agressifs et à savoir être en capacité de vendre une image qui suscite l'attrait, justement, de ces événements dont nous avons besoin, dans notre façon à nous organiser. Nous avons un déficit de... paradoxe entre l'aisance financière et la situation de certaines communes, nous sommes dans une aisance financière. Nous avons des opportunités. Je ne peux pas vous citer les opportunités. Je peux vous en livrer comme ça pour justement que les gens, que nos auditeurs comprennent. C'est qu'aujourd'hui, les régions ont-elles besoin de quoi? Elles ont des ressources. Écoutez, 3000 heures d'ensoleillement, 1200 km de côte. Je vais vous donner un petit exemple que je donne souvent quand je parle. Nice, Côte d'Azur, 21 km de côte, le PIB de l'Algérie. L'Algérie, 1200 km de côte, nous n'arrivons même pas à développer cet espace-là, générateur d'activité, et qui puisse permettre de donner beaucoup d'idées. On peut faire beaucoup sur 1200 km de côte, vous savez, et les gens expriment le besoin. C'est un pays qui, quand même, est très beau. Vous avez vu la côte algérienne. Il est dit également, M. Msbah, que dans les régions, toutes les entreprises ne veulent pas y aller dans ces régions, dans les régions reculées. Il y a également un problème d'attractivité, c'est-à-dire que les régions sont victimes un petit peu de leur situation. Elles n'attirent pas les investisseurs, et donc il y a une espèce de cercle vicieux. Sur le rôle des maires. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est le cas, mais justement, il faut travailler sur ça. C'est la raison d'être de l'intelligence économique territoriale. C'est justement que chacun, pourquoi je vous dis l'État ne peut pas faire à elle toute seule, l'État ne peut pas faire à lui tout seul ces travaux-là. Là, c'est les collectivités, là, ce sont les services publics qui, en partenariat avec les autres acteurs, donc y compris la population, parce que toutes les réponses, on peut les trouver dans chacun de nous, puisque c'est nous qui allons profiter en fait des bénéfices de l'intelligence économique territoriale. Chaque citoyen, chaque entreprise, c'est vraiment toute une question de partage en fait et de collaboration entre tous les acteurs. Plus concrètement, Mohamed Bouchakour, est-ce que vous pensez qu'on parle de développement, avec possibilité de développer les régions, on parle des régions, c'est-à-dire les communes, plus globalement les wilayas, est-ce que le problème d'autonomie financière des communes pose aujourd'hui problème dans la vie, ou la bonne vie ou la mal-vie des citoyens, des Algériens dans ces communes? Oui, alors au niveau de l'approche commune, aujourd'hui l'Algérie c'est un pays qui est hyper centralisé. Et l'autonomie des communes est relativement limitée, ainsi que les moyens dont disposent ces communes. Bon, il y a eu il y a quelques années une carte de la pauvreté qui a fait ressortir qu'il y avait 47 communes qui étaient vraiment à la traîne, 47 communes les plus pauvres d'Algérie. On les connaît.
pour ces communes-là, il devrait peut-être y avoir une approche d'intelligence territoriale plus fine et plus adaptée à leur potentiel. Souvent, il y a des potentiels, il suffit simplement de savoir vendre, entre guillemets, vendre un territoire aux investisseurs, à l'élite, aux professions libérales, etc., pour un peu rétablir des équilibres et répartir de manière différente la richesse. Est-ce que vous pensez que le choix d'implantation des pôles industriels, donc on parle des zones industrielles, et l'implantation de ces pôles industriels a été judicieuse jusque-là, à travers donc les différents territoires? Est-ce qu'elle a été rationnelle? Alors, en tout cas, ça s'inscrit en tout cas dans le schéma national d'aménagement du territoire. Donc, d'ici l'horizon 2025, la volonté est justement d'éviter l'écart entre ces disparités régionales. Donc, ça s'inscrit, ça commence, si vous voulez, à se faire, voilà, à prendre forme, mais il faut du temps et il faut de l'évaluation. C'est-à-dire que ces évaluations, comme elles sont prévues là aussi dans le schéma national d'aménagement du territoire à l'horizon 2025, c'est tous les 5 ans. C'est cette évaluation qui va nous permettre, au fur et à mesure, d'anticiper, de voir venir si justement il y a des menaces, de voir venir d'éventuels problèmes et apporter des mesures correctives. C'est aussi ça la veille. Voilà, c'est aussi l'anticipation et l'évaluation. Mais la problématique, elle reste et demeure entière. On le sait en quoi ce dont ont besoin les entreprises aujourd'hui, c'est la ressource humaine. Est-ce que le système éducatif dans son ensemble, je parle de système, je ne parle pas de l'université. L'université fait partie du système. Il faut qu'il se libère de ses contingences. Le système public aujourd'hui, il faut dire la vérité, et entre nous, ne répond pas. Et puis ce n'est pas son rôle, il est universel. Maintenant, bien évidemment, il faut qu'à côté, on puisse se libérer de ces contingences qui permettent bien évidemment à ce secteur privé de pouvoir contribuer, de s'accaparer de ce marché pour être en capacité de réponse. Parce que la concurrence, elle est porteuse, puisque nous l'avions adoptée comme telle, elle est porteuse de prospérité. Je vais vous donner un exemple précis. Qu'aujourd'hui, vous me parlez de développement régional. Mais la problématique reste et encore et demeure aujourd'hui cette capacité de quelqu'un d'aller travailler à l'intérieur du pays dans les conditions qui ne sont pas réunies. Donc ça veut dire qu'en amont, comment attirer cette ressource? Comment créer les conditions? L'intelligence s'inscrit dans cette capacité d'anticiper sur ces éléments. Les étudiants de l'école normale refusent de travailler au sud. Les gens qui sortent de l'école de médecine également refusent d'aller travailler dans ces communes. Ça crée un malaise profond au niveau social. Et il faut qu'à côté également, la population soit également élevée à ce niveau-là. Ça, c'est le rôle des politiques. À pouvoir être en capacité. C'est quelque chose de vachement plus difficile. Mais demander aux gens de supporter. Non, mais pas de supporter, mais de comprendre. D'abord, on leur demande de comprendre et que chacun participe. Les enjeux. Les gens ne connaissent pas. Quand on parle d'intelligence économique, il suffit qu'il y ait un comportement. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que l'État fait beaucoup d'efforts pour essayer d'être en capacité de prévention. Je peux vous prendre uniquement le secteur de la santé que je connais un petit peu. Eh bien, il y a une politique de prévention qui est établie et aujourd'hui, par exemple, on voit des malades qui sont l'accaparement de prédateurs. Vous savez, il y a des gens qui ont des cancers, par exemple, et qui aujourd'hui sont le plan qui arrête leur traitement parce qu'un prédateur, un charlatan, vient lui dire il y a un traitement miracle qui existe chez tel. Vous imaginez le coût que ça représente, tous ces comportements? Et donc, c'est cette attitude. Par référence, et je vais vous donner juste un référentiel pour comprendre. Au Danemark, par exemple, chaque citoyen contribue au PIB à 0,60 centimes d'euros. Comment? Parce que les citoyens utilisent des vélos. En utilisant des vélos, ils n'arrivent pas en retard, ils utilisent moins de carburant et ils n'ont pas besoin de soins parce que le vélo, c'est la santé. Donc voilà une forme d'intelligence qu'il faut voir pour réorganiser notre système en l'adaptant à nos spécificités. La question d'intelligence est globale, elle est générale, elle n'est pas uniquement de l'entreprise, mais elle est d'un ensemble dont tous les acteurs doivent contribuer. C'est la raison pour laquelle il faille d'abord qu'on la définisse. En France, l'intelligence économique n'a été prise en charge qu'à partir de 1994 avec le rapport Marthe qui a mis en place un dispositif. Et aujourd'hui, en 2009, il a été fait obligation aux universités d'intégrer le module intelligence comme obligatoire. Où est-ce que nous sommes dans ce cadre-là nous-mêmes? Parce qu'ils ont compris que l'enjeu de l'intelligence, c'est d'abord et avant tout l'homme au centre de ces questionnements. Et justement, l'université est au centre également de tout cela. C'est la raison. L'université enseigne, l'université est là pour orienter les gens. C'est son objectif, mais il est dit aussi que l'université est en total décalage en Algérie par rapport au monde entrepreneurial et à la société également. Vous qui êtes professeur, maître assistant et maître de conférences. Alors, en ce qui concerne l'université, moi, je crois bien sûr aux études, à la formation, mais il y a aussi la recherche.
Donc on forme également des personnes qui préparent des doctorats et on croit beaucoup à ces centres de recherche et à ces laboratoires de recherche. Oui, mais est-ce que ces recherches sont prises en considération sur le plan décisionnel? Alors, enfin, le feedback que vous avez, étant donné que vous avez en tout cas, elles peuvent aider. Moi, je crois que ça peut véritablement aider, puisque là, on est sur le terrain, et là, on n'est pas en décalage avec les entreprises ou avec le territoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous engagez dans une recherche, notamment une recherche doctorale, vous êtes avec le terrain. Et à ce moment-là, vous pouvez, bien entendu, formuler des recommandations, si je peux dire, des suggestions, ou simplement, j'irai même pas jusqu'à dire des recommandations, simplement une petite idée. D'accord ? Cette idée, si vous voulez, ça peut être uniquement par l'observation d'identifier des filières porteuses, par exemple, dans un territoire. Ce qu'il y a à Adrar, par exemple, n'est pas ce qu'il y a à Alger, n'est pas ce qu'il y a à Annaba, n'est pas... D'accord ? Donc, simplement, et au moyen de ce genre de manifestations, séminaires, rencontres, etc., je vais avoir l'opportunité de rencontrer un chercheur de Tlemcen ou un chercheur de Adrar ou de Tamanrasset, d'accord ? Et là, à ce moment-là, il peut y avoir un échange et un dialogue par rapport à ça. Mohamed Bouchakour, est-ce que vous pensez que les thèmes de recherche peuvent aboutir à un moment donné, concrètement et opérationnellement, sur le terrain? Aboutir à quoi? C'est ça le problème. Oui. Moi, je voudrais revenir sur le cadre général dans lequel on s'inscrit. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des PGS, il y a l'ISGP qui a lancé... Les PGS, c'est-à-dire post-graduation spécialisée. Il y a l'UFC, l'Université de formation continue, qui a lancé des formations. Nous, on a lancé donc, dans le master un module d'intelligence économique. Il y a des formations régulièrement organisées, des séminaires. Mais est-ce que tout ça, ça mène où ? C'est ça la question. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'initiatives, c'est bien, qui se surajoutent, mais il n'y a pas de fil conducteur. Et si on continue dans cette lancée, tout au plus, le seul résultat, c'est que les gens vont améliorer leur culture générale. Mais nous ne bénéficierons pas des bienfaits de l'intelligence économique. Ce n'est pas en surajoutant des initiatives qui se juxtaposent qu'on pourra aller loin. Alors, il faut peut-être connecter tout ça à au moins deux sujets qui sont fondamentaux aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que les pays qui nous ont devancés réussissent. Même ceux qui ont démarré un peu en retard réussissent. C'est que pendant longtemps, on a pensé que les relations économiques internationales étaient régies par le libre-échange. Un peu ce que les économistes appellent Adam Smith, la main invisible de la concurrence, on enlève les barrières et on laisse jouer la régulation. Le marché se régule lui-même, voilà, par lui-même. Oui. Mais depuis au moins le début des années 90, on est en train de constater que c'est un paradigme conceptuel qui est faux. Aujourd'hui, on est dans une guerre économique. Il y a des pays comme la France qui ont mis en place des écoles de guerre économique. Ils ont utilisé le terme. Ah oui, guerre économique, oui, tout simplement. Et donc, finalement, ce n'est pas la main invisible d'Adam Smith qui régit tout ça, il y a aussi la main de Sun Tzu, l'auteur chinois qui a écrit L'art de la guerre. Nous sommes dans un système où il y a en fait une main invisible, mais il y en a une autre qui tire les ficelles de cette main invisible. Et le pas a été franchi, si vous vous rappelez bien, en 2003, lorsque l'administration américaine a posé sur la table le concept de sécurité économique. Bon, le concept de sécurité, le mot sécurité renvoie à tout ce qui est militaire, armée, intelligence renvoie à tout ce qui est, au départ, la connotation anglaise, c'est intelligence et espionnage. Espionnage, pas Dakar, récolte d'informations. C'est pas l'intelligence au sens français. Économique. Guerre économique. Donc nous, on est dans ce contexte. Aujourd'hui, on est dans ce contexte. Alors, face à ce contexte, le véritable défi, c'est comment se diversifier. On est dans un compte à rebours, nos hydrocarbures sont en train de décliner, on est dans un compte à rebours. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن